Ok. Vous avez certainement déjà dû entendre des phrases du style Dragon Ball c'est que du combat, les antagonistes sont juste méchants et la meilleure, Dragon Ball c'est que de la nostalgie. Alors celle-là... Enfin bref, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour établir la vérité sur cette œuvre qui a su marquer les générations et demeurer intemporelle malgré sa soi-disant caducité. Mes amis, si vous le voulez bien, commençons par les antagonistes. Tout d'abord, les antagonistes de Dragon Ball Z ramènent tous à des événements passés. À savoir, Raditz ramène au passé de Sangoku, la mission pour laquelle il a été envoyé sur Terre lorsqu'il était bébé. Vegeta, lui, est arrivé sur le chemin des Z-Warriors car il voulait acquérir les Dragon Ball, ce qui renvoie d'une part à la précédente mort de Raditz, mais aussi à l'arrivée d'une Namek qui deviendra Kami et Piccolo Daimao. Freezer, quant à lui, est lié au passé du peuple Saiyan qu'il a exterminé. Sangoku, à ce moment, vengeait Vegeta, son père et son peuple. Gero et Cell renvoient à la destruction par Goku de l'armée du ruban rouge dans Dragon Ball. Quant à Boo, il a été libéré par Babidi souhaitant se venger des Kaioshin qui ont tué son père Bibidi. Maintenant, en profondeur, Freezer est un homme d'affaires dont le business est de vendre des planètes. Il voulait les Dragon Ball pour exaucer son vœu d'immortalité, mais les Z-Warriors l'en empêchant, il changea ses plans pour leur faire payer. J'espère que vous êtes content, vraiment. Vous avez réussi à briser mon rêve d'immortalité. À ce moment, Freezer a une réaction parfaitement normale dans le contexte. Il n'est pas méchant pour être méchant. À ce moment, il ne désire que vengeance. Faire payer, c'est moins que rien, c'est affront. Il a aussi une peur de la légende du Super Saiyan, ce qui accentue tout le cheminement de cette transformation dans l'arc Namek et qui justifie par la même occasion la destruction de la planète Vegeta. En bref, Freezer est un bon antagoniste. En profondeur, on apprend que Dr. Gero avait une famille, une femme qui avait l'apparence de C21 et un fils qui avait l'apparence de C16, mort durant la guerre. Sangoku lui a pris tout ce qu'il avait en détruisant l'armée du ruban rouge. À ce moment, Gero veut se venger. Il crée donc un robot fait pour collecter l'ADN des Z-Warriors et de leurs adversaires pour faire naître un être capable d'accomplir sa vengeance. Gero n'est qu'un pauvre homme avec des connaissances scientifiques infinies qui n'a plus rien à perdre. En bref, Gero est un bon antagoniste. En profondeur, Cell a une mission, tuer Sangoku. Néanmoins, il a été créé uniquement dans ce but qu'il ne comprend pas vraiment. En vérité, Cell fait à base d'ADN des guerriers de tout l'univers est en quête de sens, en quête identitaire. Il veut savoir qui il est et trouver un sens à son existence. Il crée le Cell Game afin de pouvoir prouver sa valeur au monde qu'il a vu naître et aux adversaires dont il possède les gènes. Regarde ça, c'est l'arène de mon tournoi. Ça te plaît? Pour un événement aussi important, tu aurais pu faire un effort, ce n'est pas très beau. Gène qui explique et justifie par ailleurs son comportement fier, narquois et lâche, rappelant Vegeta et Freezer, deux personnages dont il possède l'ADN. En bref, Cell est un bon antagoniste. Maintenant, le meilleur les gars, mon préféré, Majin Buu. Majin Buu, quel personnage fabuleux les gars pour la fin de cette œuvre. Enfin bref, en profondeur, Majin Buu dès sa première apparition est sous sa forme de gros bout. Il est contrôlé par Babidi et fait le mal sous les ordres de ce magicien car il y prend du plaisir entre guillemets. Néanmoins, il reste comparable à un enfant dans sa manière d'être et il en a toute l'innocence, ce que Goku a remarqué en lui parlant pour la première fois, en le complimentant et le valorisant. Si t'es aussi fort que ça, pourquoi tu laisses Babidi te donner des ordres et te parler comme ça? Ne l'écoute pas! Et toi, tais-toi! Bou est mon serviteur! Goku fait prendre à son antagoniste en conscience. Ce mot les gars, conscience, c'est très important pour Majin Buu, surtout pour Majin Buu, ce qui conduit au fait qu'il tue Babidi, car comprenant maintenant sa valeur, il débloque un nouveau stade de conscience, il sait qu'il vaut mieux que ce sorcier qui lui donne des ordres. Puis, s'ennuyant, et aussi car c'est dans sa nature, il détruit les villes et tue un maximum d'humains, jusqu'à tomber sur un enfant aveugle qu'il ne tue pas sur le coup, car l'enfant ne voyant pas, ne peut donc pas ressentir de frayeur face à Buu. C'est alors que Buu lui redonne la vue, pensant que ça allait faire en sorte que l'enfant soit effrayé. Mais il se passe à tout l'inverse. L'enfant en pleurs remercie Majin Buu et étonné ce dernier rétorqua, il a toujours pas peur. À ce moment, Buu comprend qu'il n'est pas obligé de faire le mal à une personne pour susciter une interaction et avoir des compliments sans quelconque hiérarchie. Il apprend ce que c'est que de faire le bien et tout ça le conduit à faire le bien par le mal et transformer un humain en lait pour l'offrir à l'enfant l'ayant complimenté auparavant. À ce moment-là, Majin Buu repart en volant. Il avait dévasté 80% de la Terre et comme c'est dit dans le manga, comme un petit enfant, il prenait particulièrement de plaisir à tuer ceux qui lui opposaient une certaine résistance. C'est alors qu'intervient le personnage de Mister Satan dans l'évolution de Majin Buu. Il lui apprend que tuer des humains est mal. À ce moment, Majin Buu étant un enfant, en tout cas ayant la même innocence, prend ça comme une éducation. Cet enseignement de Mister Satan eut un énorme impact sur sa personnalité et sa façon de penser. C'est alors que vient l'incident des bandits tirant sur le chien qu'ils avaient recueilli précédemment et surtout sur Mister Satan. Majin Buu ressent alors une haine profonde envers ces gens, le sentiment d'incompréhension
incompréhension mêlée à la colère de voir un être de valeur se faire blesser le conduit à faire ressortir la part maléfique de son corps afin d'éviter de blesser ses nouveaux amis, sa nouvelle famille. Et c'est à ce moment précis que tout devient incroyable. La part maléfique de Boo absorbe la part bienveillante et innocente. À présent, ce n'est plus le bien qui est aux commandes, mais le mal. Boo change de personnalité à ce moment. Il n'est plus le même, malgré que des bribes de son ancien lui l'empêchent de tuer Mr. Satan. Malgré tout, il reste encore de l'empathie en lui, même si elle est très infime. Au fur et à mesure de l'histoire, il absorbe de plus en plus de Z-Warrior, ce qui augmente sa puissance, ce qui augmente son cœur et qui augmente également sa conscience et son discernement. Néanmoins, Goku et Vegeta doivent fusionner pour libérer leurs amis emprisonnés à l'intérieur de son corps, ce qui va conduire à la scène où Boo dit: Oh oui, je sens que ça va me plaire. Je t'en supplie, pitié, fais ce que tu veux, mais par ça, les conséquences seraient désastreuses. Je t'en prie, je ne serai plus moi-même. Tu ne seras plus toi-même? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne serai plus moi-même. À ce moment, Boo traduit une peur de perte de conscience. Il sait qu'il ne sera plus exactement lui. Il a peur de cette inexistence. Il a peur du vide qu'est l'inconscience. Et vint alors le Majin Buu originel, le pire de tous. Le mal à l'état pur, la matérialisation d'une pureté maléfique inconsciente qui ne valorise rien hormis le fait de détruire, car c'est purement et simplement ancré dans sa nature. À ce moment-là, cet antagoniste devient l'antagoniste ultime. Il est le mal. Ce qui crée un parallèle exceptionnel avec Son Goku, être au cœur pur, représentant le bien et l'espoir, offrant la valeur même à ses ennemis. Face à Majin Buu, lui aussi étant pur mais d'une pureté drastiquement opposée, il est le mal à l'état pur. Voici ce que représente ce combat, l'union du bien contre le mal, car bien que le mal soit puissant, il sera toujours seul, car il ne voit de la valeur que dans la destruction. En bref, Majin Buu est un bon antagoniste, il est même l'antagoniste ultime de Dragon Ball Z. Écoutez-moi, mesdames et messieurs, citoyens de la Terre, c'est Monsieur Satan, votre champion du monde, qui vous parle. J'ai une grande nouvelle. Grâce à votre aide, l'horrible Boo a été éliminé. Vous pouvez respirer profondément et vous rassurer. Le cauchemar est fini. Nous sommes sauvés. Le cauchemar est fini. Ouais, vite fait. Les gars, il reste un problème, un débat en fait. Tout simplement, un débat venant salir cette œuvre, la rendant stupide même par moments. Je parle bel et bien du débat Kid Buu Buuan. Déjà, pour répondre à cette question, il faut d'abord en répondre à une autre, à savoir qui de Goku et de Gohan Ultime est le plus fort dans la saga Buu. Premièrement, il n'y a aucun moment dans le manga où c'est dit que Ultimate Gohan est plus fort que Sangoku. Donc le débat qui reposait quand même sur savoir qui est le plus fort entre Goku et Gohan ne se base que sur de l'interprétation. De plus, on a des informations extérieures au manga qui nous disent que Goku SSJ3 a la même puissance que Buuan et des informations au sein du manga qui nous disent que Majin Buu, en perdant des absorptions, sa puissance est augmentée. 今の小さな魔人ブーは最初の一番厄介なやつじゃ。はい吸収によってパワーを減らしてまで手に入れた心がまた元に戻ってしまった自制心が全くない悪そのものの存在に吸収によってパワーを減らして吸収によってパワーを減らして吸収によってパワーを減らして réduire la puissance par absorption. Oh mince! Et également, l'information nous stipulant que le ki de Gohan ultime ne suffit pas à vaincre Majin Buu pur grâce au Genki Dama. ウオホ来た来たいきなりでけえぞこいつはご飯たちの木だ。ボイプーを消すにはこれでも多分まだ足りねえぞ。 On nous parle même d'énergie, donc de ki, et donc là le moyen de battre son adversaire, le moyen de vaincre un adversaire dans Dragon Ball est basé sur le ki. Plus il est élevé, plus tu es fort, et donc plus tu as de chances de vaincre ton opposant. C'est pour ça que dans l'arc Namek, Toriyama montre des chiffres, il se sert des unités de puissance pour comparer ses personnages et créer un tout cohérent. Il fait en sorte que les combats aient un sens logique au-delà de leur sens symbolique. Comme x fois 50 égale 50x, Goku en SSJ1 est 50 fois plus puissant, son ki est 50 fois plus supérieur qu'en forme de base, et donc son ki sous cette forme surpasse celui de son adversaire, à savoir Freezer. Certes, Goku a une maîtrise parfaite des arts martiaux et de son ki, néanmoins il n'aurait pu vaincre son adversaire si son énergie était inférieure à ce dernier. Donc l'argument de dire que le ki que donne Gohan à son père pour le Genki Dama n'est pas représentatif de sa puissance est totalement incohérent, car le ki est l'énergie qui représente ta capacité à vaincre ton adversaire, et comme c'est dit dans le manga, le ki de Gohan ultime ne suffit pas à vaincre Majin Buu pur. En vérité, le fait de dire que Mystic Gohan peut battre Majin Buu pur reviendrait à dire qu'avec un Kamehameha nécessitant autant de ki que ce qu'il a envoyé dans le Genki Dama, Gohan aurait pu désintégrer Buu. What the hell?
Aussi les gars, on m'avait dit quoi? On m'avait dit, ok, mais alors pourquoi si son ki suffit pas, il s'est pas transformé en Super Saiyan? En fait les gars, c'est super simple. Le Super Saiyan n'augmente pas la quantité de ki, il l'accélère. En fait, comment expliquer ça? L'afflux de ki qui circule dans ton corps est accéléré. Ton ki est plus concentré. Ton ki est 50 fois plus concentré en fait qu'en forme de base. En fait, t'en as pas plus. Et c'est ça qu'il faut se dire. C'est juste ton ki change de nature à ce moment-là. D'où le changement de couleur des attaques, le changement de couleur de l'aura, des cheveux, bref. En gros, le ki sous forme de Super Saiyan n'est que 50 fois plus puissant et non pas 50 fois plus élevé en gros. Sous cette forme, le métabolisme du Saiyan est beaucoup plus accéléré. Goku sous cette forme accélère aussi sa maladie dans l'arc Cell. C'est ce qu'on a vu. En fait, de base, sa maladie devait s'activer bien plus tard, mais une fois en Super Saiyan, sa maladie elle s'est activée d'un coup, tu sais, on était un peu choqués à ce moment-là. Aussi, il y en a, ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit, ouais, mais le Genki Dama il prend du Genki, il prend pas du Ki, c'est pour ça que le Genki de Gohan il peut pas battre Kid Buu parce que c'est du Genki et c'est pas du Ki. Le Ki, comme dit Toriyama, en fait, l'auteur, est composé de 3 métriques qui sont le Genki, l'énergie, le Yuki, le courage ou la détermination, et le Shoki, l'esprit, la conscience, bref. Et il fonctionne de cette manière. L'esprit Shoki sert à contrôler son Genki. Le courage Yuki, lui, sert à puiser dedans. C'est la détermination qui te permet de puiser dans ton Ki, tu vois, enfin dans ton Genki. Et le Genki, lui, est la réserve d'énergie que tu as en toi. Ta capacité théorique à battre ton adversaire. Maintenant, où est la différence entre énergie et énergie vitale? On nous dit, ouais, le Genki Dama, il prend l'énergie vitale. L'énergie et l'énergie vitale, c'est la même chose. Il n'y a aucune différence entre les deux. Le Ki est un Genki utilisé grâce au Shoki et au Yuki. Entre autres, le Ki, c'est juste du Genki utilisé, en fait, c'est tout. Du coup, si on te prend ton Genki, c'est comme si on te prenait ton Ki, en fait, vu qu'en fait, ton Ki, c'est juste ton Genki que tu utilises avec ton Shoki et ton Yuki. Désolé si je parle doucement, il est 6h32. Bref, tout ça pour vous dire que j'avais eu un débat pour savoir exactement qu'est-ce que le Genki Dama prenait, tu vois, parce que on est là, on se dit, c'est chelou. En VF, on nous dit énergie vitale, en VO, on nous dit Genki. Juste en relisant en VF, on s'est rendu compte d'une chose assez exceptionnelle, c'est que les objets peuvent donner du Genki. Genre, regardez, par exemple, cette case magnifique de Maître Kaio, qui me dit même le Genki Dama de cette petite planète possède un immense pouvoir de destruction. Je te le répète encore, le Genki Dama est la technique qu'on peut pratiquer en collectant un peu de l'énergie de chaque créature, les êtres humains, les animaux, les plantes, les objets, l'air aussi. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça veut dire que les objets ont de l'énergie vitale. C'est incohérent. Donc on est d'accord que le Genki Dama ne prend pas d'énergie vitale. Jusqu'à là, on est d'accord. Sinon, ça créerait juste une incohérence inutile en fait. En fait, je vous explique, dans DBZ, il n'y a pas d'énergie vitale. En fait, il n'y a que de l'énergie, il n'y a que du Genki, entre autres. Et le Genki, ça permet à des êtres vivants de vivre, à des objets d'être des objets et d'avoir de l'énergie. En fait, tout dans DBZ a de l'énergie. En gros, le Genki, c'est de l'énergie. Alors, quelle est la différence entre Genki et Ki, tout simplement? Ben, j'ai fait ma petite recherche, et comme vous pouvez le voir, Genki Dama, ça s'écrit avec ces kanji bien précis, tu vois, Genki Dama, Genki Dama. Donc Gen, qu'est-ce que ça veut dire? La moto, ok. Ça veut dire source, origine, ancien, original, ex, base, originaux, initial, départ, destination, fonction, fournisseur, ancienne, précédent, partir, retrouver. Qu'est-ce que ça nous exprime? Ça nous exprime quelque chose qui est ancien, quelque chose d'originel, quelque chose qui était là avant, et c'est tout. En fait, quelque chose d'ancien, une source d'origine. On pourrait vraiment le traduire par source d'origine, ou juste ancien, en fait, tout simplement. Maintenant, Ki, qu'est-ce que c'est le Ki? Le Ki, ça se traduit par plusieurs choses qui sont ici présentes, mais qui ne sont pas des très bonnes traductions. En fait, c'est juste le concept de l'énergie dans DBZ. C'est genre un concept, et le Ki en gros voilà, on va pas le traduire littéralement, on va juste garder Ki parce que ouais, on va pas dire mélange, on va pas dire attention, on va pas dire vapeur. Le Ki c'est l'énergie dans DBZ, c'est ça en gros. Et Tama qui veut dire bille, boule, lentille, balle, jet, munitions, cartouche, sphère, joyau, bombe, sphérique, jade, couille. Enfin voilà, en gros c'est quelque chose de sphérique, de rond. C'est une orbe. Dama, elle peut être traduite comme orbe. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut en tirer? On peut en tirer que Genki Dama, ça veut dire la boule de Ki originelle ou la boule d'ancien Ki. Et là par exemple comme le frérot, d'ailleurs le frérot cherchait à me contredire, mais en fait il m'a juste prouvé que j'avais raison. Et donc c'est incroyable, on a encore la preuve, la terre, la mer et vous, toutes les formes de vie de cette planète, s'il vous plaît donnez-moi rien qu'un tout petit peu de votre énergie. On est d'accord que la terre n'a pas d'énergie vitale, la mer non plus. Voilà en fait c'est tout. Snoop Dogg. Enfin bref, voilà, tout ça pour dire que le Genki c'est pas de l'énergie vitale, c'est une mauvaise traduction, mais voilà, en gros c'est du Ki originel, c'est du Ki pur, du Ki pas utilisé par l'intermédiaire du Shoki et du Yuki. En gros, de ce que j'ai compris, dites-moi si j'ai tort en commentaire, mais c'est un peu chelou là c'est
ça serait contredire une langue. Et du coup, les gars, c'est aussi pour cette raison que Kibitoshin ne peut plus se téléporter. Il le dit, hein. Vegeta dit à Goku de prendre presque toute l'énergie des gens, juste un peu pour qu'ils survivent. Quand Kibitoshin, il envoie entre autres son Genki, comme les gens le disent, bah en fait, il a plus assez d'énergie pour utiliser le Shunkanido, pour se téléporter. Et en fait, c'est grâce à cette page, justement, on apprend que le Genki et le Ki sont entre autres la même chose. Et en fait, le Ki, c'est juste un Genki utilisé, en gros. Il y a des gens, ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit, ouais, mais non, parce qu'après, on voit Gohan voler. Oh, Samuel. Mais, Aurélien, on sort en 2002. Mais là, attends. Le Bokujutsu, la danse de l'air, ne nécessite pas beaucoup de ki. Videl arrive à voler. Pourtant, Videl ne sait pas utiliser de Kikoa, Videl ne sait pas faire ça. La technique qui permet de voler ne nécessite pas beaucoup de ki. En fait, elle en nécessite presque même pas vu qu'un humain peut la faire. En fait, ce que ça nécessite, c'est juste un contrôle de son ki. C'est vraiment juste ça. Et donc, en vérité, là, on a toutes les preuves qui nous montrent qu'en fait, le Genki-Dama prend juste le ki, en fait. On a même la preuve que le Genki et le ki, c'est la même chose. Je sais pas ce que vous comprenez pas, mais j'avais des gens aussi qui me disaient qu'étant donné que Vegeta n'avait pas récupéré son ki après sa résurrection, Gohan, suite à sa résurrection, ne l'avait pas récupéré lui aussi. En fait, malgré sa résurrection, Vegeta n'a pas récupéré son ki car la résurrection n'influe pas sur la récupération du ki, car lui-même l'avait déjà épuisé face à Majin Buu. Le truc que les gens n'ont pas compris, c'est que Gohan, lui, étant mort, il était dans l'autre monde à ce moment, et donc il avait du ki à l'infini, du moins il n'a pas perdu de ki, étant sous sa forme spirituelle, contrairement à Vegeta qui, lui, sous cette forme, se battait face à Kid Buu. Donc, quand les deux sont ressuscités, seul Vegeta n'avait pas toute son énergie, ce que Goku lui précise pour nous permettre à nous, spectateurs, d'avoir cette réflexion et comprendre que le ki de Gohan ultime ne suffit pas à vaincre Majin Buu. Et en fait c'est ça, c'est assez simple en vrai dit comme ça, mais il y en a ils l'ont pas capté, ils se sont dit ouais Gohan dans l'autre monde, vas-y il a pas son ki comme Vegeta dans le Kaioshinkai. Et là je pense que j'ai répondu à toutes les questions vis-à-vis du Genki-Dama. Et donc oui, le ki de Gohan ne suffit pas à terrasser Majin Buu pur, ouais. En fait moi je me dis, Toriyama il a vraiment conclu son œuvre parfaitement, parce qu'en fait le Genki-Dama, au-delà d'une symbolique magnifique, tu vois, au-delà de ce symbolique de ouais, le bien triomphe du mal en s'alliant, tu vois, ce qu'il faut se dire c'est que ça rétablit également les niveaux de puissance et la hiérarchie entre les personnages. Parce que grâce au Genki-Dama, on sait que Kid Buu est plus fort que tous les Z Warriors donnant leur ki dans le Genki-Dama à ce moment-là. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que on sait que Kid Buu est plus puissant que toutes les absorptions que Super Buu a eu avant lui. C'est-à-dire que Super Buu, on sait qu'il a absorbé Goten et Trunks. Super Buu, on sait qu'il a absorbé Piccolo. Super Buu, on sait qu'il a absorbé Gohan. Super Buu a absorbé toutes ces personnes-là. Et les absorptions de Super Buu, ça marche comme des additions. C'est pas comme une fusion, c'est pas une multiplication, c'est plus une addition des puissances. Ça fait que tout comme le Genki-Dama qui est elle-même, enfin lui-même une addition de puissance, Kid Buu arrive à surpasser les absorptions de Super Buu. Donc de ce fait, on sait déjà que Kid Buu est plus puissant que Super Buu. Déjà. Donc déjà ça on a la preuve incontestable et genre ça n'a aucun sens de dire le contraire. On sait que Kid Buu est plus fort que Gohan ultime. On sait que Kid Buu est plus fort que tous les Z Warriors donnant leur Genki dans le truc. Sachant que le Genki-Dama, en plus des Z Warriors et des habitants de la Terre, il y a aussi ceux de l'autre monde. Attends les gars, dans l'autre monde, ils ont envoyé leur ki aussi. C'est ça qu'il faut se dire. Et je sais pas si on se rend compte que c'est que une fois que Goku, il a récupéré toute son énergie, qu'il a pu renvoyer le Genki-Dama sur Kid Buu en Super Saiyan. Et il a dû se transformer en Super Saiyan, donc il a dû multiplier sa puissance par 50 pour être sûr de pouvoir repousser les Genki-Dama sur Kid Buu. En fait, je sais pas si on se rend compte de la puissance de Kid Buu. Genre les gens sous-estiment vraiment Kid Buu, les gars. Genre Super Buu n'a jamais fait preuve d'autant de puissance, Gohan non plus. Genre on a des preuves de la puissance de Kid Buu. Juste le Genki-Dama, ça vient nous rétablir la hiérarchie dans DBZ. Oh, c'est pas possible! On a envoyé toute notre énergie, ça suffit forcément! C'est maintenant qu'on réalise à quel point Buu est fort! Quel monstre! Et c'est ça que j'aime, c'est vraiment ça que j'aime. Et c'est pour ça que pour moi, Goku qui se bat contre Kid Buu en SSJ3 et qui arrive quand même à un moment à le réduire en poussière, tu vois, genre c'est exceptionnel. Genre là on se rend compte que Goku SSJ3 est plus puissant que Super Buu. Genre vraiment là on s'en rend compte en fait. Et vous savez, il y a un gars il m'a dit quoi? Il m'a dit pour me prouver que Super Buu était plus fort que Goku, il m'a sorti cette case. Genre là la case de Goku il dit Mateo bref je sais pas parler japonais mais en gros en français il dit attends, même si Buu est revenu à son état initial, il est toujours beaucoup plus fort que nous. Si on sort dehors comme ça, nous allons nous faire battre de façon inconditionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si ils sortent dehors comme ça, le comme ça veut dire que dans le corps de Buu, ils sont 100 fois moins forts que d'habitude et ils sont rétrécis. Ils sont presque microscopiques, on peut pas les voir. Genre ils sont vraiment tout petits dans le corps de Buu. Donc s'ils sortent dehors comme ça, en effet, bah, ils vont pas pouvoir battre Buu, tu vois. Ils sont 100 fois moins forts, ils sont tout petits. Ils se disent si je sors comme ça, en disant à Vegeta non, on sort pas parce que si on sort, on va être petit. Parce qu'à ce moment, il se dit si je sors, je vais garder ma taille de petit, tu vois. Et c'est pour ça qu'en fait, il voulait
appelé les Potala, parce qu'en se disant, si on fusionne, même si on est petit, on pourra quand même battre Super Boo. Parce que Végéto, il est tellement puissant que même sous forme de bonbons au café, les gars, même sous forme de petits bonbons au café de quelques centimètres, il a réussi à être plus fort que Gohan. Et en fait, c'est juste là, il exprime que si ils sortent dehors avec leur taille réduite et leur puissance divisée par 100, bah ouais, ils pourront pas battre Super Boo. Mais si ils ont leur pleine puissance, bah en fait, ils pourraient le battre. En fait, c'est juste logique, vu que je viens de le démontrer juste avant qu'on a les preuves que Goku est plus fort que Super Boo. Et si on lit les choses comme ça, bah l'œuvre ne perd aucun sens, l'œuvre est toujours cohérente et l'œuvre est toujours logique, les gars. Il est 4 heures, là je vais parler un peu doucement, mais juste les gars, petit aparté. En fait, surtout ce qu'il faut se dire, c'est que en sortant du corps de Boo, Goku il fait remarquer à Vegeta l'augmentation du ki de leur antagoniste, tu vois. Et en fait, c'est à ce moment-là, on capte que le Boo musclé là, celui qui a absorbé le Kaioshin du Sud, en fait il est plus puissant que Super Boo, étant donné qu'il a plus de ki, tu vois, son ki augmente. Donc Goku il fait signe à Vegeta que le ki de Boo est en train d'augmenter. Donc là, en fait, juste c'est simple, par simple déduction, en s'appuyant juste sur les mots de Kibito, on capte que Majin Buu, perdant de la puissance par absorption, se retrouve être dans sa forme pure, dans sa forme de Kid Buu, beaucoup plus puissant que la forme qu'il arborait juste avant, la forme musclée. Et là, il y en a, ils vont me dire, mais non, vu qu'on voit pas Goku dire, ouais, son ki il augmente une fois qu'il combat Kid Buu. En fait, c'est normal, le ki de Kid Buu est insondable. Goku ne peut pas le comparer au sien. Pour vous faire un exemple très simple, quand vous buvez un verre d'eau, vous avez la température de l'eau, vous avez le goût de l'eau, vous avez, bref, la texture de l'eau dans la bouche, mais vous ne pouvez pas me donner le nombre exact de molécules d'eau présentes dans le verre, ni leur densité, ni la vitesse à laquelle l'eau s'évapore, en fait. Mais en fait, c'est normal. Genre, c'est ça, ne pas pouvoir sonder quelque chose. Tu peux le ressentir, mais tu ne peux pas le sonder. Tu ne peux pas connaître exactement le ki de Kid Buu. Et voilà, et c'est pour ça que Goku le sous-estime à beaucoup de moments, en fait. Enfin, bref. Tu mens. C'est-à-dire que, regarde, tu mens. Les gens pensent à tort que Sangoku n'est pas le Z-Warrior le plus fort dans cet arc. Le problème est qu'il y a des preuves qui nous montrent à l'inverse tout au long de la saga Buu. À plusieurs moments, Goku se retient. Face à Vegeta, face au gros Buu, Goku aurait pu vaincre le gros Buu dès le début, mais il a préféré tenter un pari sur la nouvelle génération, une sorte de pari sur l'avenir, car il ne savait pas exactement combien de temps sur Terre le SSJ3 allait lui laisser, et surtout il ne savait pas s'il allait revenir sur Terre un jour. Alors il prit la décision de l'épargner pour apporter le plus de valeur et de savoir dans un temps imparti, à savoir la fusion à Goten et Trunks, qui eux-mêmes, une fois fusionnés, vont pouvoir déployer le SSJ3 que Goku leur a montré au préalable dans la salle de l'esprit du temps. Cette transformation de Goku, parlons-en, elle provoque un choc chez tous les Z-Warriors. Chaque personnage pouvant ressentir le ki est choqué dans tout l'univers jusque dans le domaine sacré, celui des Kaioshin. À savoir qu'aucune autre transformation / personnage ne suscitera un tel engouement et surtout une telle réaction. Ni même Gotenks sans SSJ3, ni même Ultimate Gohan. Pourtant, s'ils étaient aussi puissants, même voire dans la logique des Pro Gohan, plus puissants que Goku, pourquoi aucun d'eux n'a pas plus surpris que ça nos protagonistes? On n'a jamais eu des phrases du genre celui-là a surpassé Kakarot, sa puissance est encore plus grande que celle de Goku face à Boubou. Tu sais, des trucs comme ça. Non, on n'a jamais eu ça. Les seuls personnages étant conscients de la puissance de Goku dans cet arc sont Piccolo, mais aussi Vegeta, témoin de tous ses exploits depuis l'autre monde. À ce moment, Vegeta dans la saga Buu est comme nous un spectateur. En vérité, je pense que cette idée du Goku pas si fort que ça vient d'une case où le vieux Kaioshin, qui pour rappel était scellé dans la Z-Sword quand Goku s'est transformé en SSJ3, stipule à Goku qu'il ne pourra pas battre Buu-Tenks, même s'il est aidé de Gohan. Et Goku, suite à cette interruption du vieux Kaioshin, rétorque empli d'enthousiasme avec l'idée de la fusion. Quand le Rodai Kaioshin dit à notre héros qu'il ne pourra pas battre Buu-Tenks, c'est car il est ignorant quant à la puissance de Sangoku et ce dernier par naïveté le croit. En vérité, il bégaye, il est surpris, c'est là qu'il repense à une technique pouvant augmenter sa puissance, à savoir ce pourquoi il est venu sur Terre à la base, la fusion. Ce qu'il faut comprendre à ce moment, c'est que Sangoku est revenu sur Terre à la base pour pratiquer la fusion métamol, qu'il avait mis une semaine à apprendre dans l'autre monde. Il voulait la tester avec Gohan ou Vegeta, car dans l'autre monde, il n'y avait personne de compatible pour fusionner. Je sais que là, je vais peut-être en choquer certains, mais ouais, il est venu pour fusionner à la base. D'ailleurs, vous savez, en vrai, même moi, à la base, je pensais qu'il venait pour le Tenkaichi, mais après une vive relecture et après avoir vite fait compris, en vrai, quand tu lis bien, ça se voit qu'en fait, juste, il avait déjà prévu de venir ce jour-là sans savoir que le Tenkaichi était prévu, tu vois. Et d'ailleurs, pour ceux qui disent, ouais, mais Toriyama, il avait pas prévu la fusion, ouais, en fait, c'est tout improvisé, il a fait ça. Non, les gars, c'est faux. Vous voyez Goten et Trunks, quand ils sont en comment il s'appelle, le gars, là, Mighty Mask. Quand ils sont en Mighty Mask, là, Goten et Trunks. En vrai, les gars, peut-être je suis fou, hein, mais pour moi, c'est un foreshadowing. Pour moi, clairement, Toriyama, il faisait un foreshadowing de la fusion. Et en vrai de vrai, si tu guettes le truc comme ça, tu te rends compte que la fusion était déjà prévue de base et qu'en vrai de vrai, c'est juste bien écrit, les gars. C'est Dragon Ball, c'est la vie. Et Dragon Ball, c'est la vie, c'est tout, les gars. Tout l'arc est basé sur qu'est-ce que l'individualité, qu'est-ce que la conscience, parce que tout l'arc, en fait, ça se base sur la fusion. Tout l'arc est basé sur le mélange des consciences et le mélange des êtres. Tout l'arc est fait sur une thématique qui est beaucoup plus intéressante que juste, oh, il y a un méchant, faut trouver comment le battre. Non,
c'est l'arc, il est vraiment basé sur qui je suis. Est-ce que si je mélange ma conscience à quelqu'un d'autre, je suis toujours moi-même? Et en fait, qui je suis fondamentalement. En fait, c'est ça l'arc, c'est ce que ça raconte. C'est pour ça les gars, Dragon Ball, c'est incroyable. Et en fait, finalement, est-ce que mes objectifs découlent de moi-même, de mon individualité et de ma personne, ou alors ils ne sont que la conséquence de l'influence de personnes extérieures ou intérieures, en fait, finalement. Comme on l'a vu avec l'antagoniste de l'arc, Majin Buu, en fait, tous ses choix et tous ses objectifs ne sont que la conséquence de son impureté, entre guillemets. Et ce n'est qu'une fois qu'il est purifié, entre guillemets, qu'il retourne à son stade de Majin Buu pur, tout simplement, que là, à ce moment-là, il devient la version la plus puissante, la version qui n'a plus de limite, la version libre, et en fait, la version qui fait vraiment ce qu'il veut, en fait, et il détruit tout, parce que, en fait, il est juste créé pour faire le mal et pour détruire, genre. Les autres croient peut-être tes mensonges, mais moi, tu ne m'auras pas comme ça. Goku ne veut pas à tout prix battre son adversaire, Goku veut fusionner. C'est même dit par Vegeta de manière plus belle dans le combat final. Au contraire, tu ne te battais jamais pour tuer, ni même simplement pour gagner. Tu le faisais pour tester tes limites, et pour devenir aussi fort que tu le pouvais. Tu faisais preuve de clémence envers tout le monde, même envers tes pires ennemis, même envers... Ce qui prouve, encore une fois, la volonté de Goku de toujours tester des nouvelles choses, dépasser ses limites et ne pas juste vaincre son adversaire sans chercher la véritable valeur au sein de ses différents combats. La fusion, à ce moment, était là un moyen pour Goku de faire ce pourquoi il était venu à la base sur Terre et également déployer assez de puissance et surtout de ki pour pouvoir être sûr de dominer son adversaire, à savoir Buan, physiquement et surtout psychologiquement, afin de feindre l'absorption et libérer ses amis avec Vegeta. Vegeta traduit le but commun de Vegeta et Kakaroto, à savoir libérer leurs proches. Cette fusion nous raconte plein de choses et ne se résume pas juste à du fanservice. Le fait que Kid Buu soit plus fort que Buan ne change en rien la valeur de cette fusion. Goku entreprend, après avoir réussi tous ses objectifs durant cet arc, son combat final, ce qu'il regretta quelques chapitres plus tard, sous-estimant son adversaire, le comparant à ses précédents, car oui, tous les Buu ne sont pas le même personnage, il y a Gros Buu, Super Buu et le Majin Buu pur, Kid Buu. On le voit, hein, quand Super Buu dit « je ne serai plus moi-même », c'est littéralement ce que ça veut dire. Comment vous l'interprétez, je ne sais pas, mais « je ne serai plus moi-même », ça veut dire qu'il ne sera plus lui-même. Et à la fin, où Gros Buu affronte Kid Buu, c'est littéralement deux personnages distincts. En vérité, il y a le Gros Buu, puis Super Buu, mélange du Gros Buu et de Majin Buu pur, et enfin Kid Buu, le Majin Buu pur. Pour finir, Buu peut masquer sa présence et donc son ki, ce qui justifie le fait de le sous-estimer tout simplement. Et vous savez quoi, avant de finir quand même cette partie, je tiens juste à rajouter, parce que je sais en fait les gens ils vont venir, ils vont dire ouais frérot, t'as oublié de parler de la page où Buan il dit que c'est le plus puissant de tous les djinns. Le truc c'est que il parle au présent en fait. Est-ce que j'ai vraiment besoin de debunk ça? Parce que Théma en gros là il dit je suis devenu le démon le plus puissant sans aucun doute, je suis sans égal dans tous les mondes. Très bien, il parle au présent en fait. Genre c'est normal qu'il pense pas à Kid Buu à ce moment là, parce que pour le moment Kid Buu il est pas présent, enfin il est présent mais il est en lui, tu vois, il est le seul Majin. Genre si Kid Buu était là au même moment, ok peut-être que la phrase n'aurait pas été la même. Et puis même si on nommait tout ça et qu'on pense juste au fait que le ki de Kid Buu est insondable, lui-même ne peut pas sonder son propre ki en fait. C'est ça que je t'explique, c'est-à-dire que Kid Buu ne connaît même pas sa propre force. Donc en fait en un sens cette phrase ne vient pas du tout débunk tous les arguments que j'ai cités juste avant. C'est juste un fait, pour le moment Buan est le plus puissant de tous les djinns au moment où il le dit. Mais une fois que Kid Buu apparaît, c'est plus le cas, tu vois. Et de toute façon, une fois que Kid Buu apparaît, Buan disparaît. Enfin bref. Et voilà, ça fait du bien. Le débat est fini. Tous les pro-Buan pensant que faire de Kid Buu le plus fort des Buu rendrait l'arc incohérent se sont juste trompés. L'arc raconte toujours quelque chose et surtout, Végéto a toujours de la valeur. Et tiens, puisqu'on y est, parlons des fusions. Bref, commençons par Gogeta, on garde le meilleur pour la fin. Gogeta est une fusion qui dans Dragon Ball Z, l'œuvre originale d'Akira Toriyama, n'existe pas dans la trame principale. Celle où Goku finit par vaincre Buu, Gogeta n'a jamais existé. Il a été créé pour faire de l'argent et après tout, pourquoi pas. Le film était très bien avec une animation grandiose pour l'époque, malgré qu'il soit bourré d'incohérences et que Gogeta, ce pourquoi les gens regardaient le film à l'époque n'apparaît qu'une seule minute à la fin. Mais bon, Végéto, lui, à contrario, est amené pour raconter quelque chose. Buu ayant absorbé tous les Z Warriors hormis Goku et Vegeta, la seule solution dès lors est la fusion. Néanmoins, la fusion métamol amenée précédemment dans l'histoire ne peut être exécutée par les deux Saiyans car leur ki et leur taille sont bien trop différents. Et malheureusement, même si ce n'était pas le cas, ils n'auraient pas le temps de fusionner face à Buu. Par conséquent, la fusion la plus optimale est celle avec les Potala, la plus rapide, la plus cohérente avec les deux personnages vis-à-vis de l'univers et également, contrairement à Gogeta, cette fusion s'exprime, a un humour bien à elle et mélange parfaitement la personnalité de Goku et de Vegeta. Végéto, contrairement à Gogeta, a un but. Il cherche à sauver ses amis et sa famille, sans parler de sa
sa puissance, parlons plutôt de ce qu'il apporte. Son intelligence et son discernement lui permettant de réaliser son objectif qui est de feindre l'absorption afin de libérer les personnes emprisonnées dans le corps de Boo. Il aurait pu désintégrer Boo, mais là n'était pas son plan. Il est bien plus malin et bien mieux écrit que Gogeta. Bah tiens, parlons de ce frauduleux personnage. Gogeta, comme vous l'avez vu précédemment, n'est pas censé apparaître dans l'univers de DBZ car bien trop incohérent. Néanmoins, il refait surface dans DBS et là est le problème en fait. Parce que DBS c'est censé être la trame principale jugée canon. Et le problème c'est que DBS, tant il y a d'incohérences, l'œuvre est controversée en fait. Personnellement, DBS pour moi ça n'existe pas. Déjà, l'œuvre est coécrite et surtout créée à but lucratif pour faire de l'argent sur le dos des fans et des imbéciles. Gogeta revient dans le film Broly afin de pouvoir vaincre cet adversaire bien supérieur aux deux protagonistes Goku et Vegeta. Il ne reste dès lors plus qu'une seule solution, la fusion. Néanmoins, contrairement à l'arc Zamasu, ils n'ont pas de Potala à disposition. Il ne leur reste plus que la fusion Métamol. Et après une scène pleine de fanservice, c'est bon, Gogeta est de retour et est prêt à en découdre. Le combat face à Broly commence, Gogeta domine sérieusement mais ne parle pas. Il n'a aucun dialogue et il est clairement supérieur. Et à titre personnel, personnellement les gars, il m'a mis tellement mal à l'aise. Il m'a mis tellement mal à l'aise à certains moments, particulièrement vers la fin. Vers la fin de leur combat, il utilise le châtiment spirituel face à Broly. Mais voyant qu'il ne fonctionne pas, car Broly a le cœur pur, pour rappel, Broly est bon, Gogeta sourit. Donc il comprend que Broly n'est pas mauvais. Et bien devinez quelle fut ma surprise dès lors que Gogeta, sachant que Broly n'est pas méchant, tenta d'attenter à sa vie. Le dernier Kamehameha avait pour but de le tuer les gars. Si Broly n'avait pas été téléporté, il serait mort. Il serait clairement cané. Au final, les héros n'ont rien appris, le film a été fait qu'à but lucratif et les gens ont aimé sans comprendre que ça ne racontait rien d'intéressant pour l'évolution du manga et des personnages. Finalement, Végéto est de loin supérieur à Gogeta car il raconte quelque chose et n'est pas là que pour faire de l'argent sans prendre en compte la cohérence de son univers et insulter le travail de notre cher Akira Toriyama. Conclusion, Végéto encule Gogeta. Dragon Ball c'est la vie. Abonne-toi à la classe. Et pour le cas de Gogeta 4, parce que je sais que vous y pensez. Je sais que vous y pensez, les gars, Gogeta 4. Par où commencer? Gogeta, les gars, dans DBGT, a eu une carrière uniquement grâce aux jeux vidéo. On va pas se mentir. Parce que je sais que beaucoup parlent de Gogeta 4, mais ils ont pas vu DBGT. Dans l'anime, il n'apparaît que durant 14 minutes, et je suis gentil. En réel, peut-être moins, tu vois. Durant lesquels, la majeure partie du temps, il ne cherche qu'à imiter l'humour de Végéto. Sauf que dans le contexte, faire ça n'a absolument aucun sens. Vraiment aucun genre. Je pense que les scénaristes voulaient créer un Gogeta avec le côté trollesque de Végéto. Sauf que pour rappel, Végéto n'avait pas pour but de désintégrer son adversaire, mais bien de gagner du temps, le pousser à bout et surtout le manipuler afin de feindre l'absorption. Ce qui justifie parfaitement les blagues, l'humour et le fait qu'il le troll. En fait, il l'énerve. Genre, il l'énerve pour gagner du temps. Temps dont Gogeta ne dispose pas. Contrairement à son homologue Végéto, de par leur nature de fusion, drastiquement, totalement différente. Malgré qu'il soit vu comme un emblème de Dragon Ball GT, Gogeta n'est pas un bon personnage. Mais bon, malgré ça, DBGT reste quand même bien meilleur que DBS. C'est bon, je l'ai dit. Commençons, si vous le voulez bien, par les antagonistes. Tout d'abord, parlons de DBGT, la première suite qu'a eu Dragon Ball Z. Tout comme ceux de Dragon Ball Z, les antagonistes de DBGT renvoient vers des événements passés. À commencer par Baby, un être combinant l'ADN de tous les Tsuful, peuple ayant été anéanti par les Saiyans des siècles plus tôt. Cet antagoniste vient nous rappeler les actes discutables de ce peuple que nous, spectateurs, voyons comme des gentils dans le moment présent. Goku, Vegeta, Trunks, Gohan, Goten, c'est des gentils. Mais la vérité, les Saiyans avant, bon. Ensuite, viennent les dragons. À savoir qu'ils sont au nombre de 7, chacun assigné à une des 7 Dragon Ball qui sont remises en question plusieurs fois par le Rodai Kaioshin qui stipulait dans l'arc-bout que cette dernière modifiait le cours naturel des choses. Il mettait en garde les Z-Warriors sur leur surutilisation sans donner plus d'explications que ça. Ces moments de flou sur ce que le vieux Kaioshin mettait en garde laissaient sujet à l'interprétation. Néanmoins, Dragon Ball GT vient par ses antagonistes répondre et résoudre ce voile de mystère qui planait sur ce que le vieux Kaios souhaitait exprimer. En vérité, les dragons de DBGT symbolisent la surutilisation des Dragon Ball, ce qui vient nous rappeler les événements les plus lointains liés à l'histoire de cette œuvre pour nous spectateurs, à savoir la rencontre de Goku et Bulma, la raison pour laquelle tout a commencé, à savoir la quête des Dragon Ball. En profondeur, Baby est un être voulant se venger des Saiyans qui lui ont tout pris. Il représente tout le peuple Tsuful, toute sa colère et tous ses espoirs. Il vient sur Terre pour prendre à Goku ce qui lui est le plus cher, à savoir sa famille. Ce qui est stupéfiant dans cet arc, les gars, c'est que Baby, certes, possède les amis et la famille de Goku, mais il ne leur fait aucun mal. Il s'en occupe comme si eux-mêmes étaient de sa propre famille. En vérité, la quête de Baby est une quête d'appartenance. Lui, dernier représentant de son peuple, ce qu'il désire le plus au monde, c'est une famille. Ce qui vient créer un parallèle incroyable avec Son Goku, qui a mis sa famille de
de côté durant un long moment, même 5 ans, tu vois, juste à s'entraîner avec Oob, Goku ne connaît pas la valeur d'une famille. Goku ne valorise pas autant sa famille qu'il le devrait. Néanmoins, il se doit de récupérer ce qui lui appartient. Il se doit de sauver ses proches. Et le seul moyen pour y parvenir est de prendre conscience de lui-même, renouer avec sa nature de Saiyan, peuple à l'origine de la destruction des Tsu-Ful, tout en comprenant ce qui compte vraiment pour lui, à savoir sa famille. C'est cette prise de conscience que traduit le Super Saiyan 4, mais nous y reviendrons. Baby permet à Son Goku d'évoluer et d'atteindre un nouveau stade. Grâce à Baby, Goku comprend qui il est, d'où il vient et où se trouve sa valeur. En bref, Baby est un bon antagoniste. En profondeur, les dragons sont là pour que les Z-Warriors répondent de leurs péchés vis-à-vis de la surutilisation des Dragon Ball. S'étant emplis d'énergie maléfique conséquence de leur mauvaise surutilisation, ils renvoient chacun vers un vœu passé. Détail important à souligner, la Dragon Ball à 4 étoiles, celle de Sangoku, à savoir de son nom Nova Shenron, est moins mauvaise car ayant été exposé à Sangoku et à son cœur pur des années durant, ceci l'a en quelque sorte préservé du mal. Au final, Shin Shenron les absorbe tous et devient Omega Shenron. À présent, comme pour Kid Buu, il a fallu le Genki Dama pour le vaincre. Encore une fois, l'union du bien contre le mal. Néanmoins, l'idée de faire payer les Z-Warriors pour quelque chose d'indétachable à cette œuvre dont elle porte le nom est incroyable et extrêmement intéressante. En bref, les Shenron sont de bons antagonistes. Dragon Ball Super, quant à lui, commence par un film nous introduisant le personnage de Beerus. Il est le dieu de la destruction de cet univers et se réveille de son long sommeil par une vision, mettant en scène pour la première fois le SSJ God. Il vient introduire plein d'informations dans la tête de nous, téléspectateurs, et vient remettre en question notre conception de Dragon Ball. Choix très discutable. Beerus ne crée pas vraiment de parallèle avec Sangoku, hormis à travers sa nature destructrice, mais comparé aux anciens antagonistes, Beerus lui n'est pas malveillant. Il fait simplement son travail, il est juste fort, il cherche juste un moyen de se divertir, il sert simplement de moteur pour pousser Goku à être encore plus fort. Et la quête de puissance est souvent remise en question dans les divertissements quels qu'ils soient, car ils deviennent à la longue trop répétitifs, même beaucoup trop répétitifs. Beerus devient au fur et à mesure de l'aventure un allié, un ami presque. Il place ses espoirs en Son Goku lors du tournoi du pouvoir et partage des repas avec les Z-Warriors. Il devient dès lors un personnage comique. En bref, Beerus n'est pas un bon antagoniste. Il n'en est même pas un en fait, en vérité. Enfin bref. Maintenant, parlons du reste des antagonistes de DBS, ceux qui ont vraiment mis à mal les Z-Warriors, à commencer par Black Goku / Zamasu. Zamasu est souvent vu comme étant le meilleur antagoniste de DBS. Néanmoins, les gens oublient souvent que son but n'est pas noble. Il désire l'éradication des humains, en somme, il est raciste. Et surtout, de par sa nature antagoniste, il devrait servir à faire évoluer son protagoniste, à savoir dans cet arc Mirai Trunks. Malheureusement, à la fin de cet arc, Trunks n'évolue pas. Sachant qu'il avait déjà évolué et fini son développement durant l'arc Cell, Zamasu réussit son plan et Goku a dû faire appel à Zeno pour en finir avec lui. Au final, Trunks part avec Mai dans une autre temporalité. Goku n'a rien appris, hormis qu'il y a des gens plus forts que lui. Purée, cet arc il est nul les gars, il est pas bien du tout en fait. S'il fallait faire appel à Zeno dans tous les cas, autant le faire dès le début. Enfin, l'idée de voir ce qu'il se passerait si Goku était méchant à travers Black Goku est intéressante, certes, mais elle a déjà été exploitée en 1990 lors du film Thales. Donc en bref, Zamasu n'est pas un bon antagoniste. Enfin, maintenant, parlons du TDP et de son antagoniste principal, à savoir Jiren. Jiren est intéressant car elle remet en question notre vision du pouvoir de l'amitié. Jiren s'est forgé seul, il n'a besoin de personne, il a tout perdu et ne désire plus que ça se reproduise. Néanmoins, Goku vient lui prouver le contraire. Goûte à la puissance de notre amitié, Jiren. L'amitié n'a aucune valeur. La confiance n'a aucune valeur. Reconnaître ses émotions maintenant reviendrait à nier tout ce sur quoi je me suis construit. La force de l'amitié n'a aucune valeur à mes yeux. Et tu vas voir. Ce parallèle entre les deux personnages, à savoir celui qui compte sur les autres, Goku, et celui qui ne compte sur personne, Jiren, est très intéressant dans l'univers de Dragon Ball. C'est même, je crois, du jamais vu en vrai. Jiren perd à cause de sa vision erronée. Il dit à la fin: alors c'est ça la confiance. L'arme ultime de l'univers 7. Au final, il n'aura pas fait évoluer ses protagonistes, mais il aura évolué grâce à eux, car le tournoi du pouvoir fait en sorte que personne ne soit vraiment l'antagoniste ou le protagoniste. Tu te bats pour ta vie sans savoir qui est le gentil ou le méchant, et c'est la première fois dans Dragon Ball que l'on assiste à ça, et c'est beau en vrai. Malgré tous les défauts bien sûr inhérents à DBS et au TDP qui étaient vraiment en vrai un peu bancal, ça change pas que, franchement, c'est le meilleur arc de DBS. En bref, Jiren est un bon antagoniste. Et maintenant qu'on a fait tous les antagonistes quasiment, j'en ai omis certains bien sûr. Super C17 et Freezer qui sont originaires de DBZ. Enfin Super C17 c'est C17 fois C17. Enfin on s'en fout de toute façon, ils sont gays. En fait honnêtement ils sont juste mauvais et la vidéo serait trop longue en fait si j'en parlais. Donc vas-y je les skip. Et en fin de compte, les antagonistes de DBGT sont plus cohérents vis-à-vis de l'œuvre originale que ceux de DBS. Alors si vous le voulez bien, terminons la comparaison des deux œuvres.
Premièrement, cette suite nous introduit des personnages qui remettent en question l'idée que nous, lecteurs, nous nous étions faits de Dragon Ball et de son univers, à travers le personnage de Beerus, qui nous introduit le concept de ki divin et de dieu de la destruction. Et des fois, je me dis, mais qu'est-ce que ça fout dans Dragon Ball, ça? Enfin bref. Accompagné de son ange Whis, il nous montre que dans Dragon Ball, il y a une hiérarchie divine supérieure au Kaio. Puis, les différents univers nous sont introduits, ce qui fait qu'en plus des différentes timelines, qui sont elles-mêmes des univers différents, nous avons une dizaine d'univers en plus à nous coltiner. Alors que, pour rappel, le monde de Dragon Ball n'avait pas besoin de ça. Il était déjà très dense et complexe avec le Daimakai ou monde des démons, le monde des vivants, à savoir l'univers tout entier, et l'autre monde. Cet univers était déjà très vaste et n'avait besoin que d'être encore plus approfondi, ce que Daima est en train de faire à l'heure actuelle. Justement, DBS n'avait pas besoin d'introduire encore plus de choses. DBGT, quant à lui, reste sur cette idée d'approfondissement de l'univers et même de retour aux sources, au lieu d'en rajouter toujours plus, sans nous apporter de réponses claires vis-à-vis de celui-ci. Deuxième point négatif, les antagonistes. Je les ai cités précédemment, mais il est important de parler de leur inutilité vis-à-vis de nos protagonistes. Aucun d'entre eux ne fait évoluer l'histoire et les personnages, et étant donné que je n'ai pas lu le manga et que l'on compare deux animés, à savoir DBGT et DBS, je ne parlerai pas de Granola ni de Moro, présents uniquement dans le média sous format papier. Les personnages principaux régressent. C'est-à-dire qu'on passe d'un Sangoku, capable de fomenter des plans et de cacher ses véritables intentions durant tout un arc, de lire dans l'esprit des gens et même de manipuler des antagonistes tels que Majin Buu, mais dorénavant, il devient stupide. Il ne dit plus rien de pertinent et ne cherche plus à faire évoluer ses proches comme il le faisait dans DBZ. Il n'est plus que l'ombre de lui-même, problème lié encore une fois à la quête de puissance. Et ben parlons-en. Quatrième point négatif, la quête de puissance. Quête sans fond qui n'a pour unique but que de faire progresser les personnages en puissance sans approfondir l'histoire. En bref, du divertissement de mauvaise qualité, une perte de temps et un moyen rapide pour les créateurs de se faire de l'argent. Créant alors une incohérence scénaristique et une incohérence vis-à-vis des personnages et de leur psyché. Je viens de le citer, les incohérences, il y en a plein. C'est même à se demander si les scénaristes ont vraiment vu Dragon Ball et s'ils savaient ce qu'ils faisaient, tu vois. Les problèmes avec la fin de Dragon Ball Z. C'est-à-dire, dans End of Z, on nous dit que la Terre a connu 10 années de paix. Ce que DBS vient totalement contredire, en fait. Car à la limite, dans DBS, c'est tout l'univers qui est menacé. Ensuite, les fusions. On nous dit dans DBZ que la fusion Potala est infinie. DBS vient détruire cette parole en nous stipulant que seuls les Kaioshin bénéficient de cette finalité. Les mortels chez qui, eux, la fusion ne dure qu'une heure. Ce que Daima a rectifié en disant que c'est grâce au gaz de boue qu'ils ont pu défusionner. Ce qui vient créer encore une fois une incohérence avec les propos de l'œuvre. Kibito Shin est à la fin de DBZ, alors que dans DBS, il défusionne. Et même dans Daima, les gars, même dans Daima, il défusionne. Bref, encore une incohérence. Je vais m'arrêter là. Vraiment, je vais m'arrêter là. Passons au... Les transformations ne racontent rien d'intéressant. Elles ne sont présentes que pour le fanservice et vendre des figurines. Elles n'apportent rien à l'œuvre et n'ont aucune construction narrative lors de leurs introductions, à part pour l'Ultra Instinct qui a eu ce privilège narratif néanmoins bof, tu vois, hein, ça change pas qu'il raconte toujours rien d'intéressant lui aussi. Pour finir, il y a eu tellement de transformations dans DBS que certaines se sont faites éclipser dès le début de l'œuvre. Le SSJ God par exemple se fait remplacer un film plus tard par le SSJ Blue. Et chose encore plus triste, le SSJ 3, introduit à la fin de DBZ, se fait éclipser sans plus être approfondi alors qu'il abordait le thème de la conscience de soi, ce que DBGT a poursuivi avec le SSJ 4, mais nous y reviendrons. La valeur de l'œuvre est nulle. Elle n'apporte rien de spécial aux anciens lecteurs qu'à travers le fanservice. DBS ternit l'image de Dragon Ball, une œuvre qui a su changer le monde par son originalité, son charme et surtout les gars, surtout son écriture et sa cohérence. Cette solidité a permis à Dragon Ball de devenir intemporel. Alors quand je vois DBS bourrer cette œuvre de fanservice... En fait, on passe pourquoi nous les fans de la licence, quand ce que les gens voient de notre œuvre est aussi stupide. Et c'est pour ça que pour moi, Dragon Ball GT est une bien meilleure suite à DBZ. Il a fondu en larmes sur le poulet, il pleurait quasiment, il mangeait le poulet, il avait plus de force, il disait c'est quoi ce poulet, c'est quoi? Premier point, les personnages ne stagnent pas et leurs antagonistes les font évoluer. Déjà, je vais me répéter, hein, mais Dragon Ball GT suit la logique des antagonistes de DBZ, à savoir qu'ils renvoient tous vers des événements passés liés aux personnages. Baby renvoie au massacre des Tsuful par le peuple Saiyan et les dragons renvoient à la surutilisation des Dragon Ball par les Z-Warriors, sachant que ces mêmes antagonistes font évoluer nos personnages, en particulier Son Goku, qui par son évolution fait également évoluer sa petite fille Pan, tout
tout au long de l'aventure. Il a fondu en larmes sur le poulet, il pleurait quasiment, il mangeait le poulet, il avait plus de force, il disait c'est quoi ce poulet, c'est quoi? Deuxième point, les transformations racontent quelque chose et sont cohérentes vis-à-vis de l'œuvre. Commençons par le sens du SSJ4, ma transformation préférée les gars. Il y en a plusieurs. Le plus simple serait de dire un Saiyan renouant avec ses origines d'Ozaru. Ça, ce serait la vraie solution de simplicité ça. Ensuite, on peut rajouter que le Saiyan doit faire un travail intérieur et se rappeler ce qui compte vraiment pour lui. Pan, en lui montrant la photo de lui à la plage avec tous ses proches, fait ressurgir à Goku un souvenir de lui disant et dès lors, il se rappelle de qui il est. Et c'est grâce à cette prise de conscience que Son Goku parvient à maîtriser sa forme d'Ozaru et se changer en SSJ4. Après ça, il dit « J'avais oublié le plus important », comme pour traduire qu'il ne se battait que par amour du combat, plaisir et instinct, et non plus pour protéger ce qui avait le plus de valeur pour lui, c'est-à-dire ses proches, en particulier sa famille. Et pour finir, au début de DBZ dans l'arc Namek, on nous dit bien, en nous montrant un singe doré à l'écran, qu'un seul Saiyan peut atteindre le stade de Super Saiyan tous les 1000 ans. Cette parole fut totalement détruite par Trunks quelques épisodes plus tard, puis par Vegeta et Gohan. Bref, tu connais, t'as vu DBZ, tous les Saiyans peuvent devenir des SSJ. Néanmoins, pas tous les Saiyans peuvent être celui dont parle la légende. Le SSJ4, quant à lui, traduit parfaitement cette légende. Premièrement, pour l'atteindre, il passe par le stade d'Ozaru doré qu'on avait à l'écran lors de l'arc Namek pendant la réflexion de Vegeta sur le Super Saiyan, ce que je vous avais dit. Donc on repart sur ce schéma du Super Saiyan illustré par un singe doré, tu vois. Et ensuite, il prend cette forme bien singulière que seul Goku à ce moment devenu le Saiyan légendaire peut reprendre. Certes, Vegeta l'a obtenu, mais ne pouvait plus la réacquérir. C'est pour ça que Son Goku est le seul à avoir cette apparence. Les iris jaunes, les cheveux noirs et le pantalon et les chaussures qui réapparaissent en grandissant avec lui, ressemblant presque à des vêtements de personnages légendaires. Alors que Vegeta, lui, n'a pas ces mêmes caractéristiques. Il a des iris bleus, traduisant sa transformation artificielle, des cheveux châtains et un pantalon moderne terrien, bleu fluo moulant bizarre, bref, tout sauf légendaire. D'ailleurs, il ne pourra plus se retransformer après, car sans queue, le Saiyan ne le peut. Elle traduit ce lien originel entre le Saiyajin et l'Ozaru. Fondamentalement, la transformation du Super Saiyajin 4 matérialise la légende du Super Saiyan. Et comme on nous l'a dit au début de DBZ, un seul et unique Saiyajin peut en bénéficier. Son Goku est le seul à en bénéficier et à reprendre cette forme, contrairement à son homologue Vegeta qui ne put l'avoir qu'une seule fois, faisant de Son Goku le Saiyan de la légende. Le SSJ4 n'est pas juste cohérente comme transformation pour un Saiyan, elle est aussi cohérente pour Son Goku. Le SSJ4 témoigne d'une prise de conscience de soi-même et d'une évolution incroyable pour des guerriers qui ne vivent que pour le combat. Voici ce que traduit le SSJ4. La forme d'un Saiyan éveillé, celui de la légende. Voilà pourquoi cette transformation est pour moi la meilleure et surtout ma favorite. Il a fondu en larmes sur le poulet, il pleurait quasiment, il mangeait le poulet, il avait plus de force, il disait c'est quoi ce poulet, c'est quoi? Ensuite, les thématiques abordées, à savoir la valeur d'une famille, thème abordé dans l'arc Baby Vegeta. Le parallèle entre Baby, qui désire une famille plus que tout, car elle représente un être ayant tout perdu, face à Goku, un être ayant tout, mais ne conceptualisant pas la valeur de cette famille qu'il aime tant, est incroyable. Suite à moult péripéties, Goku débloque le SSJ4, devenant ainsi un être accompli. Le Saiyan de la légende, comme on l'a vu précédemment, ayant pris conscience de lui-même et de ce qui compte réellement pour lui, renouant avec ses origines. Origines qui sont elles-mêmes responsables de la destruction du peuple de son antagoniste. Néanmoins, malgré cette évolution, il reste encore un défaut à nos protagonistes. Ils se reposent beaucoup trop sur les Dragon Ball pour réparer leurs erreurs. Et finalement, Goku se sacrifie pour en quelque sorte en devenir le nouveau gardien. La deuxième thématique devient alors celle du deuil. Premièrement par la séparation. Tout comme Goku fut séparé de son grand-père Gohan au début de l'histoire, Pan est elle-même séparée de son grand-père à la fin de DBGT. Liant la fin au début par la relation grand-parent, petit-enfant, mais aussi et surtout à travers la surutilisation d'une chose propre au nom de cette œuvre, indissociable de celle-ci, à savoir les Dragon Ball. Son Goku, se séparant de ses proches, absorbant et devenant le nouveau gardien des Dragon Ball, vient par ce fait mettre un terme à sa propre histoire, la concluant ainsi comme elle a commencé. Contrairement à Dragon Ball Super, DBGT a su approfondir son œuvre et en augmenter la valeur au fil de son cheminement. Elle n'a pas fait régresser ses personnages, au contraire même, elle les a fait évoluer. Bah ouais les gars, parce qu'en vrai, c'est quoi qui attire les méchants dans Dragon Ball? C'est Son Goku ou les Dragon Ball, ou même parfois les deux en fait. Si Goku fait le choix de se sacrifier en portant avec lui les Dragon Ball, c'est car il est la cause, avec ces dernières, de tous les tourments qu'ont dû faire face les Z Warriors et donc par conséquent ses proches et sa famille. Après n'avoir fait qu'évoluer durant Dragon Ball GT, Son Goku se sacrifie afin de protéger ce qui compte le plus pour lui. Voici pourquoi Dragon Ball GT est magnifique. Elle n'est pas une œuvre où l'on sauve le média, elle est une œuvre où l'on accepte que c'est fini en ayant pris conscience de ce qui comptait vraiment pour nous.
Il a demandé l'adresse pour retourner. Bon mon ref, toi qui es arrivé jusqu'à là dans la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager et commenter tout simplement. Pour me donner de la force. S'il te plaît, j'en ai besoin. T'as pas intérêt à me dire non. J'ai abordé le sujet des Saiyans plusieurs fois, mais je ne l'ai jamais vraiment approfondi et je pense que pour conclure cette vidéo, il n'y a pas meilleur thème. Alors les amis, dernier thème de la vidéo avant la conclusion, la nature des Saiyans. Qu'est-ce qu'un Saiyan? À cette question, certains me répondront, c'est un peuple de guerriers de l'espace extraterrestre qui adore se battre, dont la particularité est qu'ils peuvent se transformer en singes géants lorsque vient la pleine lune. Et oui, c'est vrai, mais quand je vous pose cette question, c'est plutôt pour savoir qu'est-ce que l'auteur voulait nous transmettre comme message à travers ce peuple. Pour commencer, au début de l'œuvre, l'Ozaru nous est montré comme étant quelque chose de mauvais. C'est pour cette raison que Sangoku se fait couper la queue, car sans queue, vous le savez bien, les Saiyans ne se transforment pas. Ensuite, durant l'arc, justement, ce peuple est vendu comme un peuple de barbares, un peuple ne valorisant que le combat et la destruction, souvent caractérisé par une très grande fierté, la fierté Saiyan. Déjà, dès le début, les Saiyans, ils nous sont vendus comme quelque chose de négatif, tu vois. C'est pour cette raison que Goku, au début de cet arc, refoule ses origines, n'étant pas du tout d'accord avec les idéaux de ce peuple. Ce n'est qu'après le discours de Vegeta en pleurs, aux portes de la mort, qu'il comprend et accepte pleinement qui il est et d'où il vient. Il faut que tu battes Freezer. Fais-le pour moi. Pour notre peuple, pour notre fierté. Tu dois le vaincre, il doit mourir de la main d'un Saiyan. De la main d'un Saiyan. Ce que Goku comprend à ce moment, c'est qu'en vérité, les Saiyans ne sont pas sans cœur. Ils sont juste asservis par leur pulsion et surtout par le tyran Freezer qui asseyait sa domination sur eux, les poussant à conquérir pour lui de plus en plus de planètes. Au même moment, les gars, sortait le TV spécial Bardock, nous aidant encore plus à notre compréhension du peuple Saiyan. Ce film, pour moi, c'est le meilleur TV spécial. Mais vraiment, en fait, c'est même le meilleur film Dragon Ball, genre honnêtement. Dans ce film, nous suivons les aventures du père de Sangoku peu avant la destruction de la planète Vegeta. Cette histoire, les gars, elle nous raconte tellement de choses. Bref, Bardock est l'incarnation totale de la rédemption dans ce film. Il est un Saiyan au sens pur de la description faite par Maître Caillou. C'était un peuple de barbares qui passaient leur temps à guerroyer. Et la principale caractéristique des guerriers de l'espace était que tous avaient une queue, aussi curieux que cela puisse paraître. Malgré ça, il se rend compte que son fils Sangoku, Kakarot à ce moment-là, a pour lui énormément de valeur. Avant que sa planète n'explose, il essaie de prévenir d'autres Saiyans, mais ces derniers le prennent pour un fou. À ce moment, Bardock leur dit qu'ils peuvent tous aller au diable. Il comprend que les Saiyans sont en quelque sorte tous stupides, asservis par leur instinct et leur éducation, les poussant à ne valoriser que l'amusement et la violence. C'est pour cette raison qu'à la fin du film, à sa mort contre Freezer, il dit à son fils Kakarot, cette parole ne traduit pas seulement le fait de vaincre Freezer afin de venger son peuple et lui, mais le fait de surpasser ses instincts de Saiyan pour comprendre la vraie valeur des choses et vivre en paix. Ce message est si beau et si libre à interprétation qu'il me consolide encore plus dans mon idée de prise de conscience et du fait de connaître ce dont on a vraiment besoin. Malheureusement, Bardock n'a pas eu cette chance et s'en est rendu compte bien trop tard. Mais au moins, ce personnage marque une évolution incroyable dans le peuple Saiyan, surtout que la relation qu'il a avec Goku n'est pas explicite, elle n'est que montrée en fait, sans aucun dialogue. Malgré tout, on comprend toute la souffrance de Bardock et sa prise de conscience vis-à-vis de son fils. On ressent tout son regret et aussi tous les espoirs qu'il place en Goku à la fin du film. Les Saiyans, qui étaient synonymes de mort et de destruction, deviennent, grâce à Goku, héritants de la volonté de Bardock, synonymes d'espoir et de valeur. Voici ce qu'exprime ce film, les gars. Il est magnifique, ce film. Et au final, les Saiyans ne sont pas mauvais. Ils sont juste esclaves, asservissement, que l'on retrouve aussi chez Vegeta. Nous servant souvent de guide quant à la compréhension de son peuple, Vegeta est incroyable. Ce personnage est incroyable. Son évolution est juste parfaite. Elle traduit la compréhension de la valeur que Goku lui a offert en l'épargnant. Au début, Vegeta nous est vendu comme un antagoniste. Néanmoins, suite à la fin de leur combat, Sangoku l'épargne, défendant Krillin de lui ôter la vie. Vegeta, alors encore esclave de sa fierté, se refuse à cette réalité déplaisante. Et c'est à ce moment-là que commence la quête de sens de Vegeta. À présent, celui-ci ne voit du sens que dans le fait de surpasser Kakarot. Se rappelant de la légende du Super Saiyan, il pense le devenir. Malheureusement, il meurt face à Freezer. Et dans un dernier souffle, il révèle tout à son rival. La réalité de la tragédie de leur peuple. À ce moment,
Goku n'incarne plus le rival de Vegeta, mais ses espoirs. Kakarot, tout comme dans le film Bardock, représente l'espoir du peuple Saiyan. Vegeta à ce moment met de côté sa fierté, et c'est même en pleurs qu'il demande à Son Goku de tuer Freezer. Il le demande pour l'honneur de son peuple, et juste par justice en fait, tout simplement. Suite aux événements de la saga Freezer, Vegeta est ressuscité. Néanmoins, il ne peut se résoudre au fait d'être surpassé par Son Goku, étant lui devenu le Super Saiyan. Surtout que, peu après, Trunks fait son apparition, et c'est choqué que Vegeta se rend compte qu'il n'est pas seulement surpassé par Goku, mais aussi par Trunks. Alors il s'entraîne sans relâche, jusqu'à obtenir le Super Saiyan. Mais il se fait encore dépasser, et ainsi de suite. Goku a toujours minimum un coup d'avance, et en fait même profiter Gohan. Gohan, qui va surpasser tous les Edoreurs dans l'arc-ciel. À présent, Vegeta a une femme et un fils suite aux événements de cet arc. Il ne cesse de s'entraîner, néanmoins, Goku est mort. Et donc son but, et même le sens de sa vie qui n'était que de dépasser celui-ci, ne peut être finalisé. Vegeta reste frustré, consolé par sa vie de famille qu'il a désormais. C'est à présent les gars que nous rentrons dans le meilleur arc de DBZ, à savoir la saga Buu. Vegeta n'attendait que ça. Goku est enfin de retour sur Terre, il pourra avoir sa revanche contre lui. Néanmoins, ça va pas se passer comme prévu. Les événements de la saga retardent de plus en plus leur affrontement, et voyant Goku l'ayant surpassé en prenant la forme du SSJ2 durant un bref instant, il perd patience. Vraiment le mec il a vrillé, tu vois. Il se laisse posséder par Babidi, décuplant ainsi sa force, mais aussi noircissant son cœur par la même occasion, le conduisant à tuer des civils, représentant ainsi un danger, forçant Goku à l'affronter. Enfin les gars, il peut enfin l'affronter. Son rival de toujours, sa raison de vivre. Il a fait tout ça uniquement pour ce combat. C'est là qu'intervient Babidi, essayant de contrôler Vegeta, mais sans succès. Pour vous dire, tellement l'asservissement envers sa fierté était puissant, l'asservissement de Babidi ne fonctionnait pas. Tellement Vegeta il est esclave de sa fierté, c'est pour vous dire. Mais ce combat, les gars, ce combat n'est pas sans conséquences. L'énergie dégagée est telle qu'elle réveille Majin Buu. Vegeta assomme Goku pour aller affronter seul le Majin. Malheureusement, celui-ci est bien trop puissant pour lui. Et c'est dans un dernier discours disant adieu à sa femme, son fils, mais aussi son rival de toujours, qu'il décide de se sacrifier pour tuer Majin Buu, sans succès malheureusement. Sarabada, Bulma, Trunks, Kakaroto. À présent, Vegeta condamné à l'enfer car ayant fait le mal avant de mourir ne reverra plus jamais ses proches. Néanmoins, de là où il se trouve pour l'instant, dans l'autre monde, il peut observer les événements se déroulant dans le monde des vivants. À ce moment, Vegeta est comme nous, un spectateur du média. Et retenez ça les gars, qu'à ce moment-là, Vegeta, il a le même point de vue que nous sur l'œuvre. C'est ce recul justement qui lui a permis de mieux cerner Goku durant cette saga et d'en conclure à son discours final. Fusionnant aussi avec ce dernier, mettant sa fierté de côté pour sauver ce qui compte vraiment pour lui, Vegeta commence à changer. Et ce n'est qu'à la fin de cet arc que la consécration de son évolution verra le jour. Petit à petit, Vegeta durant cet arc se sera rendu compte de la valeur de Goku et surtout de ce qu'il lui avait offert. Dans son dernier discours, il le dit. Tu faisais preuve de clémence envers tout le monde, même envers tes pires ennemis, même envers moi. Comment un Saiyan pouvait-il être si fort et si bon envers les autres? Ça me mettait en rage, rien que d'y penser. Peut-être que c'est cette même colère qui m'a empêché de voir la vérité toutes ces années. Mais je la vois maintenant. Je me battais pour surpasser les autres. Toi, tu te bats pour te surpasser toi-même. Tiens bon, Kakarot. Tu es le plus grand des guerriers. Vegeta traduit ici la compréhension de son rival, devenu son plus grand ami en fait finalement. Goku a offert à Vegeta, en l'épargnant, ce dont il avait vraiment besoin, une famille. Car Goku ne se bat pas pour gagner les gars, mais pour trouver la véritable valeur dans chacun de ses combats. Quand Vegeta, après avoir compris son ami, lui dit « Tu vas faire un Genki-Dama », il traduit sa gratitude envers ce dernier. Dis-moi une chose, combien de fois as-tu sauvé la planète Terre exactement? Pourquoi? Je vois pas le rapport. Réponds-moi, combien de fois? Je sais pas, beaucoup je dirais. Alors pourquoi tu ne laisserais pas le peuple de la Terre porter cette responsabilité pour une fois?
Vegeta a le sentiment que Goku n'est pas remercié à sa juste valeur comparé à celle qu'il offre aux gens qu'il sauve. Et il n'y a pas meilleure attaque que le Genki-Dama pour traduire ce vœu, les gars. Le Genki-Dama symbolise le fait de donner de sa valeur en un être digne de la recevoir pour vaincre un adversaire et par conséquent augmenter notre propre valeur par cet intermédiaire. Goku, être qui a maintes fois prouvé sa valeur, sauve des vies qui ne l'ont jamais prouvé. Mais grâce au conseil de Vegeta, personnage ayant compris la valeur de Goku et surtout la valeur que ce dernier lui avait offert au même moment dans l'histoire par son monologue et par le fait qu'il était à notre place de spectateur dans l'autre monde, insiste pour que Goku fasse en sorte que ce soit le monde qui se sauve lui-même pour une fois. Il voulait que le monde, tant sauvé, se rende compte de sa valeur et évolue à un stade supérieur, tout comme lui a évolué grâce à son ami. Tu en as mis du temps. Boo a enfin été éliminé. Son corps a complètement disparu de l'univers, et cette fois-ci, il n'en reste plus la moindre petite cellule. Voilà ce qu'est le Genki-Dama, un moyen pour le monde de se sauver lui-même en comprenant sa valeur. Toriyama voulait nous montrer que le combat n'est pas la clé du bonheur. En vérité, ce qu'il aimait dans Dragon Ball, c'était le côté aventure. Il fut forcé de faire du combat pour satisfaire ses lecteurs. Lecteurs qui l'ont certainement, et même sûrement inspiré dans l'écriture des Saiyans, et surtout de Vegeta, ne désirant que du combat et ne valorisant rien d'autre. Goku prend alors le rôle de l'auteur, offrant à Vegeta, prenant la place du lecteur, ce dont il a vraiment besoin. Un message important au-delà du combat, son sens profond, la valeur de l'œuvre. Car Dragon Ball à la base, ça nous raconte l'histoire d'un petit vivant seul dans la montagne. Puis, au fil de sa vie, il va faire plein de rencontres qui vont le mener à fonder une famille. Plus tard, nous apprenons qu'il vient d'une autre planète à travers l'histoire principale et le TV spécial sur son père Bardock, qui montre que finalement, les Saiyans ne sont pas qu'un peuple de dangereux barbares sans cœur qui tue pour le plaisir, mais en vérité un peuple asservi par ses pulsions, son éducation et par un tyran incapable de réaliser la véritable nature de leur bonheur, ne sachant pas où se trouve leur valeur. Valeur qui se trouve dans l'amour d'une famille, ce que Vegeta a parfaitement compris, car lui-même a subi le manque à cause de la destruction de sa planète. C'est pourquoi il remercia Goku à la fin de l'arc Boo. Il prit enfin conscience de ce que Goku lui avait offert. Il lui avait offert quelque chose qui n'a pas de prix. Il lui avait offert une famille. Famille que Goku met souvent, même trop souvent de côté pour s'entraîner et devenir plus fort. Et c'est pourquoi dans Dragon Ball GT, les scénaristes ont tenté d'apporter encore plus de valeur à l'œuvre, en faisant prendre en conscience Goku sur la véritable valeur de sa famille, sur ce pourquoi il se bat, sur ce qui est vraiment important pour lui. Et c'est ainsi qu'il va pouvoir débloquer le SSJ4, transformation que Vegeta a obtenue bien plus vite que lui, car celui-ci avait déjà compris que la vraie valeur des choses se trouvait dans sa famille. Il savait déjà pourquoi il se battait et également il maîtrisait déjà bien sa forme d'Ozaru, ce qui l'a beaucoup aidé car cette transformation nécessite la pleine conscience sous cet état. Bardock avait dit à la fin du film: Kakarot hérite de ma volonté. La volonté de Bardock est de se rendre compte de la vraie valeur des choses. La volonté de Bardock est de surpasser ses pulsions de guerrier pour se rendre compte que la chose qui compte le plus pour nous Saiyans n'est pas le combat, mais bel et bien la famille. Dragon Ball est une œuvre qui nous montre le véritable sens de la valeur. Goku dans l'arc Boo cherche à s'amuser avant tout, mais en même temps, il élève la nouvelle génération durant cet arc, tout en étant parfaitement capable de terrasser Boo. Goku a pour but d'apporter quelque chose à sa famille et aussi à Majin Buu, son antagoniste. Dragon Ball nous apprend à comprendre ce qui compte vraiment pour nous. Dragon Ball par ce fait nous permet de concevoir la valeur. En vérité, Dragon Ball est une ode à la valeur. Par bien des aspects, Dragon Ball a su nous montrer à travers ses personnages, en particulier Vegeta, Trunks et Bardock, la vraie valeur d'une famille. Dragon Ball est une leçon de vie qui nous montre qu'à la fin, tous les personnages profitent de ce qui compte vraiment pour eux. Majin Buu, de par sa pureté maléfique, ne pouvait être que quelqu'un de purement bon et donc par conséquent, quelqu'un apte à recevoir de la valeur. Goku, en demandant à réincarner Majin Buu en un être bon, fait ce qu'il a toujours fait, offrir la valeur même à ses ennemis afin qu'ils puissent eux-mêmes profiter de la vie. Finalement, Goku devient le héros ultime de son média en élevant les gens qu'il rencontre, amis ou ennemis, mais aussi et surtout son antagoniste ultime, Buu, devenant Oob, et ainsi son parfait successeur car étant l'opposé de sa forme maléfique, il possède la même nature d'âme que Sangoku, devenant à son tour le bien à l'état pur, apte à recevoir la valeur de son prédécesseur. Voici ce qu'est Dragon Ball, un manga où les personnages prennent tous conscience à la fin de ce qui compte vraiment pour eux. Dragon Ball, c'est la vie. Merci Toriyama. 銀河の海の中のその一つで光が生まれ孫悟空じゃ
bientôt, mon ami.